Joignez-vous à nous pour une excursion vidéo véloce et exaltante à travers certaines des découvertes archéologiques les plus incroyables du globe. Comme nombre d'entre vous le savent déjà, nous prenons grand plaisir à présenter les principales trouvailles dans le domaine de l'archéologie sur cette chaîne. Si vous êtes un passionné, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Embarquons dans ce voyage à travers l'histoire. Nous commencerons par l'histoire d'un squelette que l'on croit remonter à l'ère paléolithique, découvert en 1978 dans le complexe de grottes calcaires de Turabang à Singdangu, Jiangsu. Le squelette a été baptisé Hongsu, en l'honneur de la personne qui l'a découvert pour la première fois, Kim Hongsu. Désormais connu sous le nom de l'enfant Hongsu, le squelette a été trouvé dans une pose parfaitement agencée sur une grande dalle de calcaire. Le genre est indistinct, mais l'enfant avait probablement entre 4 et 6 ans lors de son décès. Il s'agit d'une découverte importante car, tandis que les registres fossiles hominidés de la fin du Pléistocène en Chine et au Japon sont relativement bien connus, le registre de la péninsule coréenne est peu compris en dehors de la Corée. La péninsule coréenne se caractérise par un sol acide qui peut facilement dissoudre les restes, rendant la découverte de tels restes un événement rare. Cependant, il y a eu des controverses concernant l'âge du squelette. Un test au radiocarbone a retracé la découverte archéologique jusqu'à la période de 1630 à 1893, ce qui la rend récente. Bien que l'équipe de recherche coréenne qui a trouvé l'enfant Hongsu ait rejeté les données plus récentes, arguant qu'il s'agissait probablement d'une contamination de l'échantillon. Désormais, il y a une grande interrogation concernant le squelette. Notre prochain artefact a failli être jeté à la poubelle avant que quelqu'un ne s'en aperçoive et ne le sauve. Il s'agit d'une très rare carte murale du XVIIe siècle en provenance d'Écosse. À un certain moment dans le passé, quelqu'un l'a froissée et l'a enfoncée dans la cheminée de sa maison à Aberdeen, vraisemblablement pour bloquer les courants d'air. La maison a été rénovée en 2016 et l'obstruction a finalement été enlevée. Lorsque la carte a été retirée, elle ressemblait à un paquet de chiffons noircis. Le propriétaire l'a jetée, mais s'est rendu compte, en emballant ses ordures, qu'il y avait quelque chose de marqué sur le tissu. Ils l'ont apportée à la Bibliothèque nationale d'Écosse, où la vérité a été révélée. Il s'agit d'une carte du monde réalisée par le célèbre cartographe hollandais Gerald Volk. Elle est immense, mesurant 2,13 m par 1,52 m, et c'est l'une des 3 seules connues pour avoir survécu jusqu'à aujourd'hui. Elle était gravement endommagée en raison de son séjour dans la cheminée, mais après un minutieux processus de restauration de 6 mois par des professionnels formés, elle est maintenant dans le meilleur état possible. Les archéologues fouillant la ville fantôme médiévale de Dongola au Soudan en avril 2023 ont découvert un complexe unique de salles ornées de fresques chrétiennes. Parmi les représentations, on trouve la scène d'un roi nubien se prosternant devant le Christ, tandis que l'archange Michel se tient au-dessus des 2 figures. Cette représentation n'a pas d'équivalent dans l'art nubien. Dongola a été construite au 5e siècle et est devenue la capitale du royaume copte de Mercuria au milieu du 6e siècle. La ville a prospéré entre les 9e et 11e siècles, avec plus d'une douzaine d'églises et 2 monastères à la périphérie de l'agglomération. Les fresques récemment découvertes ont été trouvées sous des maisons privées construites pendant la période de la fin du XVIIe siècle et présentent des représentations de Jésus, Marie, les apôtres, les anges, les saints et des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Les salles elles-mêmes, couvertes de voûtes et de dômes et construites en briques séchées, sont plutôt compactes. Le bâtiment se trouve à côté de la grande église de Jésus, qui est depuis longtemps considérée comme l'ancienne cathédrale de Dongola, l'église la plus importante du royaume de Mercuria. Cette découverte pourrait finalement confirmer cette théorie. Boris Kiprianovitch est un véritable prodige. Il a appris à lire à peine 1 an après sa naissance et, dès l'âge de 3 ans, il parle de l'univers avec une assurance et un savoir admirables. Mais c'est là que notre mystère commence. Boris prétend être un habitant de Mars. Dès l'âge de 8 ans, il s'est fait remarquer en faisant des rapports astronomiques détaillés impressionnants, en révélant des secrets sur la vie sur la planète rouge et en faisant des prédictions intrigantes. Aujourd'hui, Boris est un homme de 26 ans.
mais il continue d'adhérer aux mêmes idéaux et a récemment parlé d'un mécanisme caché dans la grande sphinx de Gizeh. Selon lui, il y a là quelque chose qui pourrait changer complètement la planète. Quand cela sera découvert, notre monde révélera un secret caché depuis de nombreux millénaires. Pour comprendre tout cela, découvrons l'histoire de Boriska. Dans la région de Volgograd en Russie, vivait un garçon nommé Boris Kiprianovitch, souvent surnommé Boriska. Ce n'était pas un enfant ordinaire. Il se considérait comme une réincarnation d'enfant des étoiles. Autrement dit, quelqu'un qui est né dans un autre corps et qui vivait auparavant loin des limites de notre planète. Le plus impressionnant était le savoir de cet enfant, des compétences qui ont fasciné non seulement ses parents, mais aussi les chercheurs qui l'ont étudié pendant un certain temps. Boriska a montré des signes extraordinaires d'intelligence et de connaissance depuis le jour où il est né, le 11 janvier 1996. Selon la mère du garçon, une médecin renommée, l'accouchement de son fils a été incroyablement rapide et elle n'a presque ressenti aucune douleur. De plus, dès qu'ils ont placé le bébé dans ses bras, la mère a remarqué que le garçon la regardait attentivement, chose qu'elle, en tant que médecin, savait que les nouveau-nés ne font pas. Sa mère a également dit que le garçon pouvait tenir sa tête tout seul à peine 15 jours après sa naissance. De plus, il a commencé à parler à 4 mois et, à 1 an, il était déjà capable de lire les titres simples des journaux. À 2 ans, à l'école maternelle, les enseignants ont remarqué qu'il était différent des autres enfants. Il apprenait tout très rapidement et avait une mémoire fantastique. Curieusement, Boriska montrait des connaissances qu'il n'avait pas acquises à l'école, sur d'autres mondes, des planètes inconnues et des connaissances que nous n'avons pas encore actuellement. Il lisait très bien à 2 ans, mais c'est à 3 ans que ce type de connaissances sur l'univers a commencé à être transmis par lui. Boriska a révélé des informations détaillées sur Mars, des systèmes planétaires, d'autres civilisations et des choses extraterrestres inconnues qu'il ne pouvait pas connaître. Boriska a décrit sa vie antérieure qui, selon lui, s'est déroulée sur Mars, c'est-à-dire que dans sa vie antérieure, il serait né sur la planète rouge. Il a même dit que la civilisation martienne était si avancée qu'il pouvait voyager à travers les galaxies. De plus, il a également dit qu'ils vivent sous terre, car l'environnement a été empoisonné par la radiation lors d'une guerre nucléaire dévastatrice. Comment un enfant de seulement 3 ans pourrait-il savoir tout cela? Selon ses parents, il présentait des capacités psychiques si extraordinaires qu'au début, ils se sont inquiétés pour le bébé. Mais jour après jour, les parents ont remarqué que leur fils n'était pas un enfant ordinaire. Il était plutôt un enfant évolué, doté d'une intelligence extraordinaire. De plus, Boriska dit qu'il n'est pas le seul enfant de l'espace sur Terre, affirmant qu'il y en a d'autres comme lui qui ont également été envoyés ici dans une mission spécifique pour tenter de sauver l'humanité. Il affirme que tous sont des réincarnations et sont appelés ici sur la planète des enfants indigos. De plus, Boriska a dit qu'il avait déjà visité la Terre à plusieurs reprises, rapportant une série d'événements préhistoriques. Selon lui, il a d'abord visité la Terre pendant la civilisation lémurienne, une société préhistorique qui existait sur le continent perdu de Lemuria. Les histoires racontent que Lemuria se trouvait dans l'océan Indien ou dans l'océan Pacifique, mais qu'elle a disparu sous la mer. Le plus fascinant de tout cela était la manière tranquille dont l'enfant parlait de divers sujets complexes, comme s'il connaissait aussi bien que son propre nom. En parlant de la civilisation lémurienne, Boriska a également décrit le mode de vie des Martiens et a dit qu'ils ne pouvaient pas respirer l'oxygène à mesure qu'ils vieillissaient. De plus, selon Boriska, les Martiens ne vieillissent pas comme les êtres humains. Ils se figent dans le temps lorsqu'ils atteignent l'âge de 30 à 35 ans, devenant ainsi immortels. Cela n'arriverait pas sur Terre à cause de l'oxygène qui provoque notre vieillissement. Boriska a également raconté pourquoi tant de sondes spatiales se sont écrasées en s'approchant du sol martien ces dernières années. Les batteries de ces équipements émettent des radiations et donc des stations spatiales qui existent sur la planète envoient des signaux pour les endommager. Il a même affirmé qu'il avait également observé la fin de cette civilisation lémurienne il y a environ 70 000 ans, à une époque où la Terre était très différente de ceux que nous connaissons aujourd'hui. Au début, ses parents ne croyèrent pas en lui. Alors ils ont recherché les choses dont il parlait et ont découvert qu'elles étaient toutes des faits véritablement fidèles aux histoires racontées également par les chercheurs scientifiques et les écrivains. Un autre détail important a été révélé plus tard. Boriska a dit qu'il était venu sur Terre il y a quelques milliers d'années, quand les pyramides venaient d'être construites en Égypte.
Il affirme avoir été en Égypte ancienne dans un vaisseau en tant que pilote, que son objectif était lié à la connexion qui existe entre les êtres venus de Mars avec les anciens Égyptiens sur Terre. Et c'est là que Boriska a parlé d'un grand mystère impliquant la grande sphinx de Gizeh, l'un des monuments les plus anciens de notre planète. Selon lui, le sphinx doit être débloqué, et la vie sur Terre changera complètement lorsque cela se produira. Il a dit qu'il y a un mécanisme d'ouverture derrière l'oreille du grand sphinx de Gizeh et qu'un grand trésor est caché là. Un trésor plus précieux que tout autre qui existe sur notre planète. Cette richesse a été laissée par les Martiens il y a très longtemps. Il a même informé que les Martiens mesuraient environ 7 mètres de haut et qu'ils vivent encore sous la surface de la planète et respirent du dioxyde de carbone. Le jeune homme explique qu'il y a eu une catastrophe causée par une guerre nucléaire entre les êtres qui y vivent. Cependant, beaucoup de temps s'est écoulé et il n'est plus un enfant aujourd'hui. Selon des informations, il aurait disparu avec sa mère quelque part en Russie. Une série de tentatives de journalistes pour le localiser ont échoué. Un journaliste a été informé une fois par l'un de ses associés russes que Boriska se trouvait maintenant dans un village reculé sous la protection totale du gouvernement russe. Qu'en pensez-vous de ce cas, Boriska? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Changeons maintenant de sujet en regardant une ancienne histoire de fantômes égyptienne connue sous le nom de Khonsemhab et le fantôme. C'est l'histoire du protagoniste Khonsemhab, un grand prêtre d'Amon, et de sa rencontre avec un fantôme inquiet. Le début de l'histoire a été perdu, mais il est suggéré qu'un homme sans nom a été réveillé par un fantôme près d'un tombeau dans la nécropole thébaine. L'homme est allé voir Khonsemhab et lui a raconté son aventure. Il a convoqué le fantôme et a appris qu'il s'agissait de Néfer-Kapta, fils d'Amenhotep et d'Ahmose. Le grand prêtre a proposé de construire une nouvelle tombe et de fournir un cercueil doré pour le fantôme, mais le fantôme n'a pas été impressionné. Néfer-Kapta a alors expliqué qu'il était un superviseur des trésors et un officier militaire sous le pharaon Sénéferu. À sa mort, on lui a donné un ensemble canopique, un sarcophage d'albâtre et une tombe de puits. Cependant, au fil des siècles, la tombe s'est partiellement effondrée, permettant au vent d'atteindre la chambre funéraire et de le réveiller. Khonsemhab s'est proposé d'envoyer 10 de ses serviteurs faire des offrandes quotidiennes à la tombe, mais le fantôme a regretté que cela soit inutile. C'est là que se terminent les copies survivantes du texte. Ce que nous savons de l'histoire est fragmentaire et a été reconstitué à partir de différents ostracas à Turin, Vienne, Paris et Florence. Peut-être trouverons-nous le reste un jour. La grotte de Cusa, située à Campobello di Mazara en Italie, est un site captivant, riche d'une histoire millénaire. Les anciens Grecs y exploitèrent une carrière pour extraire du calcaire pendant 1 siècle et demi, avant d'être contraints de l'abandonner face à une invasion par les forces carthaginoises d'Hannibal Magon, en l'an 409 avant Jésus-Christ. Ce départ inopiné a laissé derrière lui leurs outils et des pierres sculptées inachevées. À bien des égards, le temps semble s'être arrêté sur ce lieu depuis lors. Malgré cet abandon, l'endroit demeure un témoin impressionnant du talent et de l'art grec. Le calcaire de la carrière fut utilisé pour édifier de nombreuses structures magnifiques dans l'ancienne cité grecque voisine de Sélinonte. Les visiteurs peuvent désormais contempler les vestiges de l'ancienne carrière et voir les 60 blocs de calcaire sculptés laissés en plan, y compris des colonnes entières qui n'ont jamais été acheminées vers leur destination prévue. Classée comme zone archéologique sicilienne, la grotte de Cusa offre un aperçu fascinant de la vie et du travail des anciens Grecs, ainsi qu'une opportunité unique d'explorer les vestiges d'une carrière abandonnée. Jadis, elle était une source prospère de calcaire. Les bains Califos sont un complexe de bains islamiques situé à Cordoue en Espagne. Ils se trouvent en plein cœur du centre historique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le complexe fut érigé pour la première fois au Xe siècle sous le règne d'Al-Hakam II et fut conçu comme un espace social et religieux où les musulmans pouvaient accomplir leurs ablutions et rituels d'hygiène, tout en servant également de lieu de socialisation. Le design des bains fut inspiré des termes romains qui faisaient déjà partie de la vie urbaine dans la région depuis des générations. Après la chute du califat omeyyade à Cordoue, la ville passa sous le contrôle du royaume taïfa de Séville.
Durant cette période, une salle de réception fut ajoutée au complexe de bains. Plus tard, un autre bain fut annexé au complexe original d'Al-Hakam, avec une nouvelle séquence de salles allant du froid au chaud. Suite à la conquête chrétienne de Cordoue par Ferdinand III, les bains continuèrent d'être utilisés par les nouveaux dirigeants chrétiens et une cuve d'eau pour le bain fut ajoutée aux bains plus récents d'Almohade. Après avoir été perdus pendant des siècles, ils furent finalement fouillés et transformés en un musée qui fut inauguré en l'an 2006. Le buste en calcaire de Toumara, découvert en 1987 sur le site archéologique phénicien de Cabezo Lucero à Guardamar del Segura en Espagne, est une œuvre d'art remarquable. Retrouvée en morceaux, la sculpture a été restaurée au fil de plusieurs mois par le spécialiste renommé Vicente Bernabeu. La sculpture restaurée est faite de calcaire gris à grains fins et représente une femme portant une tunique à encolure ronde, une tiare festonnée et des rouleaux de chaque côté de la tête qui représentent des roues creuses, peut-être en métal fin. Au-dessus de la tiare et des rouleaux, elle porte un manteau aux détails de drapé minutieusement sculptés. Elle est également représentée portant une variété de colliers faits de différents matériaux et formes, y compris 7 perles en forme de larme et un cordon de perles avec des perles sphériques, aplaties et en forme d'olive. Par rapport à d'autres sculptures ibériques contemporaines, comme la Dame de Baza ou la Dame d'Elche, la Dame de Guardamar possède un style plus archaïque et davantage de caractéristiques ibériques. Comme le lieu de la découverte a été fondé vers 300 avant Jésus-Christ, et a prospéré entre 430 et 350 avant Jésus-Christ, on pense que la Dame de Guardamar remonte à la période entre 400 et 370 avant Jésus-Christ. Nous aimerions en savoir plus à son sujet, mais elle reste assez énigmatique. Lorsqu'une équipe archéologique fut envoyée en mission pour évaluer l'impact patrimonial d'une future mine d'or, dans la région du Yukon au Canada en 2011, ils n'avaient aucune idée qu'ils allaient bientôt découvrir de l'or d'un autre genre. Plus précisément, ils ont déterré une pièce de monnaie chinoise du XVIIe siècle. Une seule pièce peut ne pas sembler grand-chose, mais il s'agit seulement de la 3e pièce de ce type jamais trouvée à l'intérieur du Yukon. L'équipe a dû vérifier l'authenticité de la pièce et mener des mois de recherche avant d'annoncer la découverte au public. La pièce est marquée de caractères chinois, indiquant qu'elle a été frappée pendant le règne de l'empereur Kangxi de la dynastie Qing entre 1667 et 1671 dans le cadre d'une série de 20 pièces poèmes. Lorsqu'ils sont placés dans un certain ordre, les caractères sur chaque pièce forment un poème. Les gens collectionnaient ces pièces comme des amulettes porte-bonheur, les portant souvent en chaîne. Curieusement, cette pièce a été trouvée dans un environnement archéologique sans matériaux historiques ultérieurs. Cela suggère que la pièce a été échangée dans la région avant la ruée vers l'or du Klondike, par le biais du commerce côtier des Premières Nations avec les Européens. Les trésors portent souvent le nom du lieu où ils ont été découverts, à l'instar de l'inestimable trésor de Loukovit, mis au jour dans la cité bulgare de Loukovit, en l'an 1953. Cette collection éblouissante d'objets d'art en argent remonte à environ 2300 ans, époque de l'invasion d'Alexandre le Grand sur le territoire thrace. En effet, les archéologues conjecturent que c'est peut-être la raison pour laquelle le trésor a été enfoui. Quelqu'un souhaitait protéger sa précieuse collection des avancées des hordes d'Alexandre, l'ensevelissant pour la sauvegarder. Nous ne pouvons que conjecturer sur la raison pour laquelle ils ne sont pas revenus plus tard pour la récupérer. La collection se compose d'assiettes en argent, de taureaux, de coupes, de cruches et de mors de chevaux, beaucoup d'entre eux étant rehaussés d'or pour mettre en valeur certains aspects de leur design, y compris une impressionnante représentation d'un cavalier attaquant un lion avec une lance. Les décorations sur les assiettes varient des images réalistes, comme des têtes humaines, à des créatures mythiques, comme des griffons. Le thème équestre est un motif commun dans l'art thrace et apparaît régulièrement dans les pièces. L'analyse experte des artefacts suggère qu'ils ont été fabriqués par divers artisans et artistes. Ainsi, nous pouvons probablement considérer le trésor comme l'économie d'une vie de quelqu'un.
Les historiens ont toujours su que les vitraux de la cathédrale de Canterbury en Angleterre sont anciens, mais en juillet 2021, de nouveaux processus de test ont révélé exactement leur âge, et la réponse a défié toutes les attentes. Une analyse scientifique des vitraux les a datés du début du XIIe siècle, ce qui signifie qu'ils étaient déjà en place lorsque Thomas Becket, l'archevêque de Canterbury de l'époque, a été assassiné à l'autel par les soldats du roi Henri II en 1170. Cela signifie également qu'ils ont d'une manière ou d'une autre survécu à l'incendie qui a presque détruit le reste de la cathédrale en 1174. Pour ainsi dire, les vitraux ont été les témoins de toute l'histoire de la Grande-Bretagne moderne. L'infâme meurtre de Becket a hanté le roi pour le reste de sa vie. Après un désaccord entre l'Église et l'État, Henri a exilé Becket en France et a été furieux quand il est revenu. L'histoire ne dit pas s'il a ordonné l'assassinat ou si l'assassinat a été commis par des soldats qui pensaient gagner la faveur du roi en le commettant. Quelle qu'en soit la raison, cela a mal tourné. Becket est devenu un martyr dans la mort et a été fait saint par l'Église catholique. Un acte qui a finalement conduit Henri à venir à la cathédrale à genoux, implorant le pape pour le pardon. Ceux vitraux ont tout vu. Notre prochaine série d'artefacts sont d'excellents exemples d'armures d'éléphants. Quand nous parlons d'armures d'éléphants, nous ne faisons pas référence à des armures pour humains faites d'os d'éléphant. Les anciens humains utilisaient les os de nombreux animaux pour les armures, mais jamais les éléphants, autant que nous le sachions. Au lieu de cela, nous parlons d'armures qui ont été faites pour les éléphants de guerre. Envoyer un éléphant à la guerre serait impensable maintenant, mais c'était une tactique très efficace il y a des milliers d'années. Les forces d'Alexandre le Grand ont subi une défaite catastrophique lorsque Darius III de Perse a envoyé une armée d'éléphants pour combattre contre eux dans ce qui est maintenant le nord de l'Irak. C'était la première fois que quelqu'un dans l'armée d'Alexandre voyait un éléphant et beaucoup d'entre eux ont fui de terreur. Il a fallu environ 100 ans pour que les gens inventent des tactiques de champ de bataille efficaces contre les éléphants, donc à ce moment-là, il est devenu nécessaire de les protéger. Les Indiens ont été les premiers à créer des armures spécifiques pour leurs éléphants de guerre, développant des designs attrayants tout en gardant la praticité. Le point d'attention habituel de l'armure était les zones de tissu mou, comme les jambes et les pieds. L'invention des canons et des armes à feu a finalement rendu les éléphants obsolètes sur le champ de bataille, mais des exemples survivants de leurs armures peuvent encore être trouvés dans de nombreux musées britanniques ou indiens. La seule chose dont les archéologues soient sûrs lorsqu'il s'agit des soi-disant murs mystérieux de Berkeley à Fremont en Californie aux États-Unis, c'est qu'ils n'ont pas été construits par des colons espagnols. Au-delà de cela, tout est conjecture. Les archéologues et les historiens ont mené des fouilles exploratoires et effectué d'autres formes de recherche sur les murs pendant plus d'1 siècle, mais ils demeurent une énigme. Ils ont représenté une tâche de construction colossale pour ceux qui les ont érigés. Ils s'étendent sur les collines de East Bay Berkeley pour 80 km, atteignant les environs de San José. À leur point culminant, ils atteignent 1,52 m de hauteur et bon nombre des pierres utilisées dans leur construction pèsent plus d'1 tonne. Beaucoup d'entre eux traversent des zones de pente difficiles à atteindre. Ils ne sont pas assez hauts pour être classés comme un enclos et ont trop de lacunes pour être d'une quelconque utilité en tant que mur défensif. Même si l'on ignore les lacunes, les archéologues n'ont jamais identifié la nécessité d'avoir un mur défensif à cette position. Lorsqu'ils arrivent au mont Diablo, ils traversent un ancien cercle de pierre. Un peu plus loin, ils se tordent en une spirale avec une énorme pierre au centre. C'est presque comme si quelqu'un les avait créés comme une plaisanterie pour irriter les archéologues. Si vous ne faites pas encore partie de notre communauté en tant qu'inscrit, envisagez de vous inscrire afin de ne manquer aucune nouveauté à venir. Un grand merci pour votre compagnie et à notre prochaine production. Rappelez-vous, poursuivez inlassablement la quête de savoir et réjouissez-vous du processus. Portez-vous bien et à un avenir proche.